Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle. Avec mes collègues de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement prêt pour Lausanne. Nous allons parler de l'objectif zéro artificialisation nette. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Ces webinaires sont accessibles aux architectes et à toutes les personnes intéressées. Le prochain webinaire sera le mercredi 7 février et traitera des problématiques autour du bâti vacant, autant les logements que les commerces de centres-bourgs ruraux ou d'autres usages. Nous communiquerons dessus dans la newsletter de l'Ordre. L'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'Ordre, architecte.org. Pendant ce webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module de questions-réponses grâce au bouton Q&R qui est en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant dans la suite du webinaire. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Damien Legrand, chargé de communication, Talia Cariesco, responsable de la communication en Nouvelle-Aquitaine. Je vais y revenir. Cassandre Liénard, juriste, qui répondra à vos questions juridiques à distance. Et Daniel Dunon et son équipe à la technique. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez en visio et ici dans la salle pour cette édition à Bordeaux. Vous êtes plus de 1700 inscrits, principalement en visio. Ce webinaire est donc coproduit par le Conseil national de l'Ordre et le Conseil régional de l'Ordre de Nouvelle-Aquitaine. Je passe la parole à sa présidente, Virginie Gravière, qui nous accueille dans les locaux du 308 aujourd'hui et qui va nous présenter le sujet et les invités de ce soir. Merci Virginie. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire que l'on nomme Objectif ZAN. Merci à ceux aussi qui nous rejoignent en présentiel dans nos locaux à Bordeaux. Cet événement il est organisé, comme tu le disais, en partenariat avec le Conseil national et l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. L'objectif ZAN, c'est un vaste sujet, c'est artificialisation nette, créé par la loi climat et résilience, doit être remis en œuvre progressivement d'ici 2050. On le sait, cette loi suscite beaucoup de débats, beaucoup d'inquiétudes. Elle peut apparaître comme une contrainte pour certains. Elle a avant tout comme objectif de préserver nos territoires et d'apporter un cadre pour réimaginer de nouvelles formes de développement. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de nous donner les clés essentielles pour maîtriser les enjeux du ZAN et de la sobriété foncière. Je ne vais pas en dire tellement plus. Je vais vous présenter les 4 invités qui sont présents aujourd'hui. Commencer par dame, Clotilde Casamajour, avocate spécialiste en droit de l'urbanisme, cabinet Coudray Urban Law sur Bordeaux. Emmanuel Favre, maire de Saint-Loubès et vice-présidente de la communauté de communes des Rives de la Laurence. Vincent Legrand, universitaire et consultant en droit de l'urbanisme. Et Jean-Franck Châtel, avocat spécialiste en droit d'immobilier et de l'urbanisme, cabinet Coudray Urban Law sur Rennes. Ce webinaire sera animé par Julien Vincent, qui est donc conseiller national à l'Ordre des architectes, à qui je laisse la parole sans tarder. Merci. Merci beaucoup Virginie. Je vais tout de suite la passer à Vincent Legrand. Je crois que vous avez prévu un support pour nous parler de sobriété foncière et de ZAN. Donc, je vous passe la parole. Merci à vous de me recevoir, de me donner l'occasion de m'exprimer rapidement. Donc, c'est un exercice de style pour l'universitaire que je suis. Alors, effectivement, j'ai une présentation, une infographie qu'on va pouvoir mettre à l'écran et que vous allez donc pouvoir retrouver, qui a pour objet, et c'est quasiment un défi, de présenter bien tout simplement donc ce qu'est le ZAN à travers donc une sorte de perspective. Et donc, cette frise chronologique va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, le ZAN, c'est quoi? C'est d'abord un objectif double. Très précisément, cet objectif qui a maintenant valeur législative, qui est consacré par la loi climat et résilience, est un objectif qui donc figure dans le code de l'urbanisme, qui est opposable et qui prévoit qu'en 2050, le solde net de l'artificialisation des sols en France doit être effectivement égal à 0, ou bien qui pourrait même être négatif. En tout cas, il ne peut pas être positif. C'est donc un objectif à terme qui nous emmène assez loin, qui est fixé donc à 30 ans de distance par la loi climat. Mais cet objectif est double, puisque derrière cet objectif à long terme, on a un objectif donc à court terme, qui consiste à établir une réduction du rythme de l'artificialisation. Cette fois, on parle non plus d'artificialisation nette, mais de l'artificialisation proprement dite, de sorte que cette artificialisation se trouve divisée, donc c'est le moment des sols, vous le voyez sur la frise aussi, donc de
donc par deux, donc d'être réduit de 50% donc par décennie. L'idée étant la suivante, l'objectif ZAN se trouve être d'abord établi sur un logiciel qui est un logiciel de comptabilité, les architectes en ont certainement, mais qui est là en matière d'artificialisation tout à fait nouveau, puisque jusqu'alors, on considérait l'étalement urbain à travers un étalon, un moyen de calcul qui était tout simplement bien la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Chacun en a entendu parler. Ce qui est de ce fait un moyen de calcul qui est, me semble-t-il, très superficiel au sens propre et figuré. Au sens propre parce qu'on ne s'intéresse qu'aux superficies, on interprète l'étalement urbain à travers des photographies aériennes. On est sur une approche en 2D, longueur-largeur, et on ne prend pas en compte, et c'est là où, à mon sens, c'est aussi superficiel au sens figuré, au sens où on ne prend pas en compte la qualité des sols. La véritable révolution que va entraîner et qu'entraîne déjà donc le ZAN, c'est la prise en compte des services rendus par les sols, puisque on ne parlera plus d'étalement urbain au sens où consommation d'espace, mais bien d'appauvrissement des sols et de remise en cause des services rendus par les sols. Ce qui va supposer une prise en compte de la qualité des sols et des services que ces sols peuvent rendre effectivement, à la fois en matière de biodiversité, mais aussi en matière d'agronomie, en matière de services agricoles, plus généralement d'alimentation effective. Et donc, la grande idée est de considérer que la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers va basculer, elle basculera en 2031, très exactement, dans une logique qui consistera à prendre en compte les services rendus par les sols pour savoir si un sol est ou non artificialisé. Et donc, les moyens par lesquels on comptabilise aujourd'hui vont se trouver révolutionnés, puisque un sol enherbé pourra être considéré comme étant artificialisé du fait de ce qu'il a été compacté, de ce fait qu'il peut être aussi l'objet d'un certain nombre de matériaux qui sont effectivement amalgamés dans son contenu. Et donc, à l'inverse, on pourra aussi, c'est la deuxième grande idée après le changement de comptabilité, si j'ose m'exprimer ainsi, la grande idée du ZAN, c'est de procéder à une logique de réversibilité. C'est-à-dire que, et je crois que c'est là la grande modernité du ZAN, c'est de considérer qu'un sol peut revenir à un état naturel, ce qui est totalement contraire à la manière dont on travaille jusqu'ici. C'est-à-dire que quand on considère qu'un sol est artificialisé ou consommé pour les besoins de l'urbanisation, on estime qu'il l'est de façon définitive. Alors que la logique du ZAN, c'est de considérer aussi un autre potentiel qui est de rétablir les sols dans leur service. Ce qui fait que, en procédant à une diminution de l'artificialisation des sols, comptabilisée à partir de 2031 par deux, vous le voyez, 2021, on était à 20 000 hectares par an. On arrivera, si tout va bien, à 10 000 hectares en 2031, à 5 000 en 2041. Et donc, il faut bien prendre en compte qu'en 2050, on continuera de faire de l'étalement urbain, on artificialisera, probablement autour de 2500 à 3 000 hectares. C'est 10 fois moins que ce qu'on a fait, par exemple, je parle par an, en 2014. Par exemple, 10 fois moins que ce qu'on a fait en 2014. Et parce qu'on consommera moins d'espace, parce qu'on artificialisera moins, bien, en compensation, on sera capable, dans une nomenclature dont on va reparler au cours de la soirée, de considérer que des sols artificialisés, bitumés, construits, incapables aujourd'hui de rendre un certain nombre de services qu'on considère comme étant pourtant essentiels, vont effectivement être rétablis. C'est l'idée de la balance que vous voyez au bout de la frise, c'est-à-dire une balance entre deux sols. Un sol à gauche qui a, vous voyez, une petite batterie verte qui montre qu'il rend ses services, il est encore en mesure de rendre un certain nombre de services et donc il n'est pas à l'état artificiel. Et à droite, un sol qui, lui, sera considéré comme artificialisé parce que précisément, eh bien, il n'est plus en mesure de rendre de services écosystémiques ou agronomiques. Et l'idée est d'arriver en 2050 à cette balance égale à 0. Voilà, donc d'ici là, on va continuer de réduire le rythme de l'artificialisation selon des crans dont vous voyez qu'ils sont établis à l'écran. Pour finir, parce que je sais qu'il faut faire très court, je dirais qu'il y a une sorte de sentiment partagé au terme de l'année 2023 sur ces objectifs-ci. D'abord parce qu'on enregistre une ruée vers les autorisations d'urbanisme. Depuis la loi climat, il y a eu une espèce de panique sur la remise en cause de droits à bâtir sur des terrains ouverts à l'urbanisation. Donc, c'est un rapport ministériel et sénatorial qui le prouve. Et puis, deuxièmement, on observe surtout que le législateur fait un pas de côté, notamment avec la loi de juillet 2023, où il ouvre des perspectives nouvelles.
la garantie rurale de consommation d'1 hectare pour chaque commune, le sursis à statuer artificialisation, dont on reparlera, et puis il allonge les calendriers dans lesquels les documents d'urbanisme devaient être normalement mis en conformité avec la loi climat. Donc, voilà, une ambition de 2021 qui n'est pas rabotée en 2023, mais qui est l'objet d'une respiration, pourrait-on dire, une respiration politique certainement, en 2022. Merci beaucoup, Vincent. C'est beaucoup d'informations en peu de temps, bravo. Mais c'est très clair. On a prévu d'enchaîner avec Jean-Franck Châtel. Vous êtes avocat, Jean-Franck. Concrètement, on commence après cet exposé théorique très clair à rentrer dans le vif du sujet de ce que ça veut dire au niveau juridique pour les architectes, les risques, comment sécuriser ces projets, les bonnes pratiques, demande de certificat d'urbanisme. Je vous laisse continuer. Oui, parce que voilà, on vient de vous le présenter, Vincent Legrand vient de vous le présenter. Pendant cette première période transitoire 2021-2031, ce sont les documents d'urbanisme qui seront la clé de voûte permettant de traduire cet objectif de réduction de la consommation des ENAF. Et donc, les questions qui se posent pour tout porteur de projet pendant cette période finalement d'adaptation des documents d'urbanisme et notamment des PLU, il y a une série d'interrogations auxquelles sont confrontés les porteurs de projet. Et notamment, première interrogation, c'est quelles sont les incidences de cet objectif ZAN à l'échelle de mon projet. Seconde interrogation qu'il se pose, c'est quels sont aujourd'hui les nouveaux outils juridiques mis à disposition des collectivités territoriales pour répondre à cet objectif de réduction de la consommation des ENAF. Et troisième interrogation, en tant que porteur de projet, de concepteur de projet, architecte, quelles préconisations puis-je adopter aujourd'hui pour sécuriser mon projet pendant cette phase d'adaptation? Donc, si on reprend progressivement ces trois interrogations, la première interrogation, quelles sont les incidences à l'échelle de mon projet? Il est important de rappeler que si la loi climat et résilience a instauré l'objectif de réduction, de lutte contre l'artificialisation avec un objectif d'artificialisation nette à l'horizon 2050, il reste que cet objectif, alors même qu'il est inscrit dans le code de l'urbanisme, n'est pas directement opposable aujourd'hui aux autorisations d'urbanisme. Concrètement, cela signifie qu'une collectivité, aujourd'hui, n'est pas en mesure de refuser un permis de construire au seul motif qu'un projet méconnaîtrait l'objectif de réduction ou de lutte contre l'artificialisation des sols. De la même manière, une association qui viendrait à contester un projet, un voisin qui viendrait à contester le projet de son voisin, ne pourrait pas davantage invoquer devant une juridiction administrative la méconnaissance de cet objectif de lutte contre l'artificialisation des sols pour obtenir l'annulation de l'autorisation de construire. Donc, ce point a été tranché par les juridictions administratives et le juge administratif rappelle de manière constante aujourd'hui que cet objectif de lutte contre l'artificialisation des sols incombe au seul document d'urbanisme à l'exclusion des autorisations d'urbanisme. Alors, bien entendu, comme tout principe, il connaît un certain nombre de dérogations et la loi climat et résilience n'y déroge pas. Et donc, il y a un certain nombre de projets aujourd'hui à qui incombe un impératif de sobriété foncière dès lors que ces projets sont générateurs d'une artificialisation. À ce titre, le législateur a entendu interdire, parmi les projets qui engendraient une artificialisation des sols importante, interdire aujourd'hui les nouvelles surfaces commerciales dont la surface de vente est supérieure à 10 000 m² et qui engendrent une artificialisation des sols. Donc ça, c'est un premier point de la loi climat et résilience. Alors, ce qui veut dire, à contrario, que pour les surfaces commerciales de vente engendrant une artificialisation des sols d'une surface de vente inférieure à 10 000 m², celles-ci peuvent être autorisées sous réserve d'un certain nombre de dérogations qui doivent notamment conduire le maître d'ouvrage à mettre en place une analyse des impacts de son projet sur la consommation des ENAF et démontrer finalement que son projet répond à une exigence de sobriété foncière. L'autre catégorie de projets qui doivent répondre aujourd'hui à une exigence de sobriété foncière, ce sont toutes les opérations et actions d'aménagement qui sont mises en œuvre et qui sont traduites ou qui sont mises en œuvre à l'échelle d'une évaluation environnementale. Ces actions et ces opérations
d'aménagement qui doivent être conduites à l'échelle d'une évaluation environnementale sont aussi assujetties à cette exigence de sobriété foncière, puisqu'elles doivent comporter une étude de consommation des espaces des ENAF. Voilà. Donc, il reste cependant qu'hormis ces deux types de projets, l'objectif de réduction de la consommation des espaces agricoles n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Alors, conscient de cette limite, le législateur, bien entendu, a entendu corriger ce point en offrant aux collectivités territoriales un certain nombre d'outils juridiques leur permettant de répondre à cet objectif de réduction de la consommation des ENAF. Et on peut citer deux outils juridiques leur permettant de répondre et de lutter contre l'artificialisation des sols. Tout d'abord, le sursis à statuer des projets artificialisants. Donc, à ce titre, on vous présente une petite infographie qui traduit la manière dont ce sursis à statuer peut être mis en œuvre par les collectivités. Donc, en présence aujourd'hui d'un projet qui est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation des ENAF, la question se pose de savoir si la collectivité est en mesure d'opposer un sursis à statuer à cette autorisation d'urbanisme. On nous demande en question ce que ça veut dire ENAF, tout simplement, pour pouvoir vous suivre. J'ai fait une réduction. Les ENAF, ce sont les espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà. Merci. Alors concrètement, pour opposer aujourd'hui un sursis à statuer à une demande d'autorisation, l'auteur du PLU devra connaître l'enveloppe maximale de réduction de la consommation d'ENAF qui est susceptible de s'appliquer sur son territoire. Et donc, c'est à partir de cette enveloppe de consommation maximale des ENAF connue sur son territoire qu'il pourra, le cas échéant, opposer un sursis à statuer. Alors, le législateur a encadré ce sursis à statuer puisqu'il a posé une exigence tendant à la motivation de ce sursis à statuer. Ce sursis à statuer ne pourra être opposé que soit en raison de l'ampleur de la consommation résultant du projet, ce qui implique que ce soit un projet qui emporte une consommation significative à l'échelle du territoire et de l'enveloppe maximale de consommation d'ENAF, soit il pourra être motivé, et le texte nous dit, en raison de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation sur le territoire. Donc ce sursis à statuer pourra être opposé jusqu'à ce que l'auteur du PLU approuve son PLU, qui, une fois climatisé, le conduira à réinstruire la demande et, le cas échéant, à opposer un refus de permis de construire s'il s'avère que ce projet est consommateur d'ENAF et ne répond pas aux objectifs fixés par le PLU. Autre outil offert par le législateur à destination des collectivités territoriales, c'est le droit de préemption urbain. Donc, ce nouvel outil, droit de préemption urbain sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier. Donc, il a pour particularité, parce qu'on le sait aujourd'hui, le droit de préemption urbain s'applique de préférence sur les zones U ou AU. Ce nouveau droit de préemption urbain sera susceptible de s'appliquer sur l'ensemble des zonages de la commune, donc y compris sur des secteurs agricoles ou naturels. Il a pour objectif, pour permettre à la collectivité de créer des secteurs qu'on appelle prioritaires pour mener des actions à la fois de préservation ou de restauration de la nature en ville, de permettre d'instaurer des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, ou encore de permettre de mener à bien des opérations de recyclage foncier à travers des opérations de renouvellement urbain ou de réhabilitation des friches. Alors, bien entendu, l'exercice de ce droit de préemption urbain devra être motivé par un projet réel de la collectivité pour qu'il puisse être légalement opposé. Alors, on a rappelé ces deux types d'outils juridiques mis à disposition de la collectivité. Troisième interrogation aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase d'adaptation des documents d'urbanisme, il y a une forme d'instabilité juridique pour les opérateurs privés, se pose la question de savoir quelles préconisations puis-je aujourd'hui mettre en œuvre pour sécuriser au mieux mon projet. Alors, pendant cette période, il y a un outil qu'il faut manier et qu'il faut continuer à utiliser, c'est le certificat d'urbanisme
le certificat d'urbanisme qui permet, voilà, le certificat d'urbanisme qui permet à un opérateur privé de stabiliser les règles d'urbanisme à son projet et donc d'avoir l'assurance de la faisabilité de son opération juridique. Alors, comment ce certificat d'urbanisme aujourd'hui s'articule-t-il avec les deux outils juridiques offerts aux collectivités? Si je suis titulaire d'un certificat d'urbanisme, à la date à laquelle je déposerai ma demande de permis de construire pendant le délai de validité du certificat d'urbanisme, la collectivité pourra, le cas échéant, m'opposer un sursis à statuer, mais elle devra examiner ma demande en se plaçant à la date à laquelle je suis titulaire du certificat d'urbanisme. Et il en est de même dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, puisque si le droit de préemption urbain est institué postérieurement à la délivrance de mon certificat d'urbanisme, en cas de vente, la collectivité ne pourra pas exercer ce droit de préemption urbain puisque mes droits seront stabilisés par l'existence de ces certificats d'urbanisme. Donc aujourd'hui, pour conclure, on voit que le certificat d'urbanisme reste l'outil indispensable, je dirais, aux concepteurs du projet, aux porteurs de projet, afin de sécuriser et de s'assurer de l'assurance et de s'assurer de la faisabilité juridique de son opération pendant cette période d'adaptation des documents d'urbanisme. Merci beaucoup Jean-Franck. On a déjà une trentaine de questions et j'en ai moi-même en plus de ça. Mais on va continuer. Je crois que c'est plutôt Clotilde Casamajour, avocate également, qui va, vous allez nous parler en pratique des impacts différents selon les zones géographiques et les types de projets de ce ZAN. Oui, je vais peut-être, c'était une des questions que nous nous sommes posées tout à l'heure avant de commencer ce webinaire. Vous nous posiez la question de savoir pourquoi le ZAN maintenant, qu'est-ce qu'il apporte. En réalité, si on essaie de refaire le puzzle à l'envers, on a une toute petite pièce là sur laquelle on est en train d'intervenir. On se reconnecte aux accords de Kyoto, on se reconnecte à la neutralité carbone, au crédit carbone qui vont commencer à coûter de l'argent au-delà de la TVA qui a donné lieu à un certain nombre de films ou de séries. On se reconnecte aux accords de Paris, on se reconnecte à toute cette série de mutations et de contradictions innombrables que l'on connaît aujourd'hui, puisque vous étiez en train de nous dire, Vincent, sauf à ma part, qu'en zone, dans les territoires ruraux, on a eu un accroissement du nombre de demandes de permis de construire qui est absolument colossal, tandis qu'en ville et en métropole, au pluriel, je n'en cite aucune, nous constatons justement une diminution drastique du nombre d'autorisations. Donc, dans cette espèce d'univers où on a également la présence du hors-site qui est en train de la construction hors-site qui est en train de monter en puissance, la question du repli côtier, de la pénurie en eau, des catastrophes naturelles qui vont croissantes. Enfin, on est à la croisée de toute une série de paradigmes qui sont en train d'évoluer de manière assez radicale. Et de fait, ça nous impose de revoir complètement la copie de l'urbanisation avec, selon la localisation, effectivement, des adaptations qui vont varier, même si on se rend compte que dans les collectivités rurales, cette fameuse garantie du 1 hectare, dont je vais avoir le plaisir de parler si on veut bien me mettre la slide à l'écran. En réalité, cette garantie de l'hectare, elle va essentiellement intervenir donc, dans les communes rurales. Je vais quand même le préciser, avec un point de divergence qui va en réalité être, et ça fait des années que l'État, le législateur tente d'imposer à l'ensemble des collectivités d'avoir des documents locaux d'urbanisme. On en a un certain nombre qui avaient des plans d'occupation des sols, qui sont devenus caducs et qui se retrouvent sous ce qu'on appelle le RNU, le Règlement national d'urbanisme. La loi climat, elle est l'occasion de reprendre la copie, de se dire, je vous rappelle que l'une des priorités est que chaque collectivité, quelle que soit sa taille, se dote d'un document local d'urbanisme, PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, PLU, carte communale, etc. Et en réalité, ce droit et cette garantie à l'hectare, elle va dépendre du fait de savoir si, comme vous le voyez sur l'infographie, la commune est couverte par un PLU prescrit
C'est-à-dire que le conseil municipal a décidé de lancer l'élaboration d'un document local d'urbanisme, PLUI, carte communale, qu'il soit arrêté, c'est-à-dire que j'ai au moins mon PADD et mes OAP qui soient définis, ou qu'il soit approuvé par la délibération finale du conseil municipal, le tout avant le 22 août 2026. Si, à cette date, la commune n'est pas dotée d'un document local d'urbanisme, eh bien, on en revient à la règle classique telle qu'on la connaît dans le RNU depuis, pour le coup, bien longtemps, en tout cas pour pratiquer cette matière depuis bientôt 30 ans. Je connaissais d'ores et déjà les dispositions du RNU qui ont sensiblement varié dans le temps, mais en tout cas sur les dispositions impératives et celles notamment de la constructivité limitée qui prohibe en dehors des parties actuellement urbanisées, ce qu'on appelle les PAU, la construction d'ouvrages ou d'immeubles nouveaux, ces règles restent totalement entières. Ça, c'est le premier point. Un point important également, en complément de cette infographie, à la lumière des décrets d'application qui ont été publiés, qui sont du 27 novembre 2023, mais qui ont été publiés début décembre, il faut également savoir que cette notion d'ENAF, et pas ENAF, pour faire un petit jeu de mots, mais cette notion d'ENAF, cette consommation, elle est calculée non pas à la date d'obtention de l'autorisation d'urbanisme ou, en matière de ZAC, par exemple, de l'acte créateur de la ZAC, mais à partir du démarrage des travaux. Si on est sur des opérations dites complexes, cette consommation de l'espace, elle va être définie soit par phase, soit sur l'ensemble des travaux à exécuter dans la ZAC, si on n'a pas de phasage, par exemple. Idem pour un lotissement. Ça me paraissait être un point important. Également, dans le décret, le décret du 27 novembre 2023 intègre cette règle directement dans le Code général des collectivités territoriales et du Code de l'urbanisme. Ça avait été omis par les décrets d'avril 2022. C'est un détail, mais c'est important pour l'ensemble des architectes qui iraient chercher le texte. C'est mieux quand on en a un, donc je profitais pour le dire. Ensuite, dans la spatialisation de l'application de la règle, il m'est apparu important d'insister tout particulièrement sur un sujet qui est important en France, parce que la France est le pays d'Europe qui compte le plus long périmètre côtier, avec des problèmes d'érosion côtière et de repli de côte qui ne concernent pas que la façade atlantique ou la Manche, mais qui concernent également la côte méditerranéenne. Nous, on a déjà eu à intervenir depuis 2019 sur des sujets tels que cela pour la région Occitanie, dans la portion qui se situe entre Perpignan et Béziers. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, on a la liste des communes concernées par le recul du trait de côte et fixée par voie réglementaire, par des décrets. Comment ça fonctionne? Parce que l'on sait, on le sait localement plus précisément, parce que nous avons eu à connaître la célèbre affaire du Signal qui a donné lieu à un cavalier budgétaire permettant une indemnisation, mais nous n'avons pas aujourd'hui de dispositif ni juridique, ni assurantiel, et donc financier, qui permettent à la fois de financer ce repli côtier, mais aussi d'indemniser les propriétaires. Donc ça, c'est un autre sujet, mais néanmoins, d'ores et déjà, se pose la question de savoir comment les communes peuvent anticiper ce repli côtier. Et la règle est celle que vous voyez donc à l'écran. On a une dérogation qui permet en réalité de compenser, en tout cas de ne pas comptabiliser, les surfaces artificialisées ou de les recomptabiliser en zone non artificialisée à partir du moment justement où elles sont incluses dans une dynamique de repli côtier et de recomposition spatiale. C'est le terme consacré notamment par la conclusion entre la collectivité et l'État d'un PPA, d'un plan partenarial d'aménagement qui permet justement
ce repli et cette renaturation de nos fronts de mer. Nous allons, c'est la tendance lourde. Nous avons néanmoins certaines collectivités. Nous avons actuellement, nous accompagnons une collectivité du nord de la France. On peut difficilement plus faire plus au nord, qui n'a toujours pas pris conscience, malgré les alertes que l'on a pu faire sur cette contrainte du repli côtier, de l'érosion littorale, du risque de submersion marine, et qui est en train tout simplement de transformer le sable au niveau du sol, au niveau de la mer, par des parkings enterrés avec justement de la bétonisation de son front de mer. On est complètement à contre-courant, mais ça, c'est vraiment le cas isolé, mais on en voit. Sinon, nous allons véritablement vers cette renaturation et vers ce repli. D'ores et déjà, des premières lignes, des parkings que l'on voit, des quais, de tout ce que l'on peut rembler selon les régions. Dans le nord, on appelle plutôt ça des remblais. Voilà, toutes ces zones vont faire l'objet de renaturation avec, à 30 ans, comme vous le voyez également sur la slide, on va avoir des objectifs qui vont être à 30 ans pour cette renaturation. Et néanmoins, le compteur, comme l'indiquait tout à l'heure Vincent, le compteur à 10 ans, il va venir faire un point tous les 10 ans pour dire, bah alors, est-ce que vous avez renaturé ou pas? Si vous n'avez pas renaturé, ça redevient de l'espace et de la surface artificialisée. Donc c'est un peu la prime dans l'esprit du législateur et de l'État, c'est la prime aux collectivités qui vont faire cet effort stratégique, parce qu'on est véritablement sur du repli stratégique et inexorable avec la montée des eaux. Le décret d'application du 27 novembre 2023 apporte également un certain nombre de précisions et notamment va intégrer, puisque les SRADET, alors schémas régionaux, ça c'est la bonne folle, schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et touristique et des qualités des territoires. Exact. Bravo. Voilà, bravo Vincent. C'est là qu'on reconnaît tout l'art des universitaires par rapport aux modestes praticiens que nous sommes. En tout cas, le SRADET permet de différencier, je suis chargée de parler de la géolocalisation, un petit peu de la règle. Le SRADET, ce fameux document, va permettre d'appréhender la règle de manière différenciée selon les espaces. Et justement, cette mutualisation entre les territoires pourra être prise en compte également dans les SRADET. J'en termine avec la différenciation de cette notion de consommation de l'espace naturel, agricole ou forestier, les NAF, et de l'espace non artificialisé selon la nature des projets. Évidemment, nous avons, comme pour les espèces protégées, comme pour certaines dispositions dérogatoires en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, en matière de collectivité territoriale, de commande publique, l'intérêt public majeur, l'intérêt national ou européen, ou en tout cas l'envergure nationale ou européenne de certains projets, vont permettre de déroger à cette fameuse règle. Et vous le voyez à l'écran, alors je vous ferai passer une infographie actualisée et toutes mes excuses à ceux qui nous écoutent parce que cette infographie n'est pas à jour des fameux décrets du 27 novembre 2023, mais bien malin et en l'espèce bien maline, celle qui pouvait complètement tout décortiquer vendredi et je mettrai donc cela à jour. Je m'explique. Au niveau national, pour tous ces projets dits d'envergure nationale ou européenne, il y a un contingent, un forfait national de 12 500 hectares an. Ce qu'apporte la différence qui est apportée par le décret d'application du 27 novembre 2023 à la faveur des collectivités et de l'Association des maires de France qui avaient attaqué les précédents décrets, la territorialisation de cette règle au niveau régional, c'est-à-dire j'ai un projet d'envergure nationale ou européen, je viens piocher dans le capital de consommation des régions, est terminée. Donc, quand j'évoque dans le petit carré, je ne sais pas si on a voilà, dans le petit carré, c'est là, jusque-là c'était facile.
Je ne vois plus. En tout cas, dans le petit carré bleu, troisième carré de la colonne de gauche, qui est dont 10 000 hectares mutualisés pour les régions couvertes par un SRADET, au prorata pardon, de leur enveloppe d'artificialisation. Je suis désolée, je suis obligée de revoir mes notes pour des problèmes de vue. Ça, vous supprimez ces deux petites cases parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus ou l'Europe ne peuvent plus venir piocher dans la réserve régionale. Et d'ailleurs, à la faveur du décret du 27 novembre 2023, sont créés des projets d'intérêt régional. Alors, vous allez me dire, mais ça correspond à quoi? Alors, restons très modestes et très pragmatiques, parce que la liste des travaux que vous voyez sur le slide est à titre indicatif, apparaît ici à titre indicatif, puisque cette liste pourrait être mise à jour annuellement par des arrêtés ministériels, tout simplement à la faveur des grands projets qui se tisseront soit au niveau national ou européen, LGV, port, grand port, très grand port, équipements régionaux, centrales nucléaires, etc. Voilà ce qui me semblait important de vous indiquer. Pour terminer, j'ai dû être trop longue déjà, mais ça me paraît être un bon étalomètre. Aujourd'hui, à chaque heure qui passe et à la fin de notre intervention respective, sont réalisés en France par heure l'équivalent de 5 stades de football ou de rugby, je pense que c'est à peu près les mêmes dimensions. Donc c'est relativement grand pour des en tout cas pour la non sportive que je suis. Ça me paraît déjà extrêmement important et je souhaitais le préciser pour qu'on ait quand même des éléments concrets dans des notions qui restent pour le moment, même pour les praticiens que nous sommes, architectes, enseignants, élus ou avocats, ça reste quand même des notions encore intellectuellement abstraites. Madame le maire, je vous cède la parole. Bien. Je vous remercie de m'avoir sollicité par rapport à cette loi ZAN qui est arrivée finalement à point nommé lorsque nous avons été élus en 2020 avec un projet de ville en transition. Donc la ville de Saint-Loubès, je vais vous la présenter. C'est une petite ville qui est entre Libourne et Bordeaux. Et comme vous le voyez tout en haut, elle est bordée par la Dordogne, donc, qui génère un risque inondation que nous avons assuré en rouge, comme vous pouvez le voir avec les termes de PPRI, donc le plan de prévention des risques inondations. Donc cette zone-là, évidemment, étant particulièrement à ne pas cibler pour de nouvelles constructions, bien que déjà pas mal construites. Et nous sommes bordés par l'A10 et la LGV sur la partie ouest de la carte et traversés par des voies importantes, donc le train, donc TER, et des axes départementaux assez importants en termes routiers. Alors, quand nous sommes arrivés, cette ville qui est finalement une ville à la campagne, et c'est ça qui plaît à Saint-Loubès, c'est que nous sommes pas loin de Bordeaux, pas loin de Libourne, mais avec une qualité de vie qui est vraiment entre l'urbain et le rural. Finalement, ça s'est imposé à nous qu'il ne fallait pas détériorer cet équilibre et qu'il fallait qu'on trouve des moyens d'aller vers les obligations, donc entre autres les logements sociaux qui manquent, puisqu'on n'a pas atteint nos 25% de logements sociaux, accueillir une nouvelle population, puisque la Gironde attire énormément de monde, mais aussi préserver notre capacité agricole, puisque nous, on a une vraie conviction qu'il faut aller vers une autonomie agricole et qu'on puisse produire sur notre territoire plus d'aliments pour notre population, et tout en continuant à accueillir correctement les entreprises et les habitants qui souhaitent arriver. Donc, vous avez à l'écran un schéma qui figure finalement ce qu'on a voulu montrer dans notre PADD, qui est la base du nouveau plan local d'urbanisme qui va être voté prochainement. Donc, l'idée, c'est de préserver les espaces naturels et forestiers. Donc, ce sont les zones en vert que vous avez, naturelles et agricoles. On n'a pas beaucoup de forestiers. Nous, on est plutôt sur des vignobles et de l'élevage et un petit peu de maraîchage et de verger. Et surtout de préserver 2 coulées vertes que vous voyez bien à l'écran sur ce document, qui sont entre la zone industrielle et la ville, et au milieu de la ville, finalement, qui préserve un poumon, une respiration au centre de la ville. Et ça s'est vraiment imposé à nous comme étant quelque chose d'important. Les petits ronds jaunes figurent des villages, finalement, des hameaux, qui dépendent de Saint-Loubès, mais qui étaient déjà
très étendues et commencer à grignoter sur les terres agricoles, l'idée étant de les bloquer, de fermer leur enveloppe, et s'il reste un ou deux lots à bâtir, les laisser se bâtir, mais ne pas aller au-delà et arrêter de continuer cette expansion inexorable vers les terres agricoles pour garder notre capacité agricole et notre côté ville à la campagne. Et alors du coup, finalement, le principe est simple. Le centre-ville, qui est principalement en logement, il faut le faire plus dense, donc monter un petit peu. On a déjà 2 étages, et on peut l'autoriser dans l'hypercentre. Ça ne sera pas choquant puisqu'il y a déjà des bâtiments qui sont hauts. On sait aussi que les vieux bâtiments sont très hauts sous plafond. Dans les nouvelles constructions, on peut facilement, sur 2 niveaux d'un ancien bâtiment, faire 3 niveaux d'un nouveau bâtiment. Et dans la zone industrielle, même chose, on a déjà une enveloppe assez conséquente, mais on peut en faire plus sur les mêmes terrains. Donc l'idée étant de ne pas continuer à progresser sur les terres agricoles, ou en tout cas en limitant cette partie-là. Et donc ces principes se sont imposés à nous, et là la loi est arrivée avec le zéro artificialisation nette, et on s'est dit finalement ça tombe bien, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Donc on a fait nos calculs d'hectares avec nos collègues des communes environnantes, et on est capable d'aller vers les 25% de logements sociaux, d'accueillir une population aussi dans des logements privés, de faire venir des entreprises supplémentaires, sans aller trop loin non plus dans l'artificialisation. Donc on sera capable de respecter la règle, de même être en dessous des 50% qui s'imposent à nous par rapport à ce qui a été fait les 10 dernières années. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que dans nos projets municipaux, on va même plus loin, puisque là, je vais avancer donc d'un cran et vous voyez un gros rond rouge et un petit. Le gros rond rouge, ce sont tous les bâtiments publics de la commune de Saint-Loubès. Donc, si vous faites un diamètre de 600 mètres, tous les bâtiments de la commune, les bâtiments publics, communaux, sont dans ce rond. Alors, je vais même plus loin, puisqu'il y a même le collège et l'église qui sont intégrés dedans. Donc, on est vraiment sur 4 écoles, une piscine. On a tous nos bâtiments, la médiathèque, etc., qui sont dans ce rond. Donc, vous voyez bien que d'un point de vue aménagement du territoire, ça questionnait vraiment de se dire pourquoi on a mis tout au même endroit et que les habitants, finalement, sont loin de leur bâtiment public. Notre volonté a été d'acheter un domaine dans la coulée verte. C'est le petit point rouge qui est à l'écran. C'est le domaine de Maudry. Donc, c'est là que ce domaine coche quand même beaucoup de cases par rapport au zéro artificialisation nette, puisqu'il va nous amener à une école, puisqu'on a une 5e école à construire qui va être dans cette zone-là. Donc le domaine, vous le voyez, il est donc le long d'un ruisseau. C'est le domaine de Maudry. On a 10 hectares, donc presque plus de 6 hectares en agricole, donc qui vont permettre d'aller vers cette autonomie alimentaire, de préserver cette zone qui aurait dû être constructible dans le zonage du PLU précédent. Donc on va préserver cette zone agricole. La zone que vous voyez entourée de jaune correspond à l'enveloppe de l'ancienne école, de la nouvelle école. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle école va utiliser pour un tiers de sa surface des chais qui existent. Donc, on va construire, bien évidemment, ça ne suffira pas, mais on va surtout rénover du bâti existant, se mettre sur une enveloppe qui était déjà une enveloppe de hangar agricole qui était déjà bétonnée. Après, on ira un petit peu sur des terres qui sont aujourd'hui pas artificielles, mais n'empêche que dans quasiment on va dire la moitié de la surface, elle est déjà soit avec des bâtiments, soit avec du béton, parce que c'est un hangar agricole. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui consomme beaucoup moins d'espace que si on était parti sur un pré. On a un très joli parc qui figurait en vert sur le document, qu'on va pouvoir ouvrir au public, donc préserver ce côté ville à la campagne et cette qualité de vie qui nous importe à Saint-Loubès. Et on a aussi la capacité de relier par des cheminements doux dans le sens nord-sud et dans le sens est-ouest pour faciliter des traversées en vélo, à pied, et continuer à être dans cette logique de découvrir nos espaces naturels et agricoles et de ne pas se sentir en tout urbain. Voilà, donc nous, on est vraiment convaincus que les collectivités ont à leur main ce genre de situation et ce genre de projet, qu'on peut faire même des bâtiments publics en rénovation, et qu'on peut avancer, alors même si ce n'est pas 100% du bâtiment, mais en tout cas au moins sur une partie, sur de la réutilisation. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que donc, les chais, en l'occurrence, étaient vraiment des chais à destination agricole avant les années 70. Ils ont été rénovés en logement, puisque une famille a habité entre les années 70 et 2020 ces chais qui étaient devenus des logements. Et lorsque nous avons racheté le projet, la 3e utilisation est en train de se faire, puisque nous allons en faire une école.
Donc on voit bien aussi l'intérêt là de la RE 2020 qui dit mais qu'est-ce que vous faites d'un bâtiment qui a été fait pour un usage? Quel est l'usage suivant? Et là, on est au 3e usage de ce bâtiment. Alors, je vous dis bravo, mais je ne suis pas le seul, puisqu'on a des questions qui n'en sont pas, qui sont des bravos à Madame le maire. Donc, bravo à votre équipe également. Merci à tous les 4. On est au moment où je vous fais passer une partie des questions qui nous sont posées. Je poserai peut-être aussi, si quelqu'un dans la salle veut poser une question. On en a énormément et je ne vous les poserai pas toutes, honnêtement. Il y en a certaines qui sont répondues en direct par notre juriste et je vais faire mon maximum pour vous en poser d'autres. Pas forcément dans l'ordre. Il y a une question qui revient souvent, qui est une double question. Quel est l'outil de mesure pour arriver à mesurer si on avance dans la bonne direction? Et depuis que ça a commencé assez récemment, est-ce qu'on a l'impression qu'on prend la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif 2031? Qui sait répondre à ça? Alors, très modestement, première réponse, Madame le maire, mois de septembre prochain, sera tenu, parce que c'est une obligation législative, de faire un rapport triennal des 3 premières années d'application de la loi climat et résilience. Ça veut dire qu'on va être dans une espèce d'estimation permanente de ce que les objectifs sont ou non suivis, et ce qu'a dit Clotilde aussi, à travers notamment les instances régionales, il va y avoir des suivis d'application des politiques de réduction de l'artificialisation qui ne nous ramènent pas à 2031 ou 2041 ou 2050, mais qui nous ramènent à des échéances qui vont être beaucoup plus courtes. Néanmoins, la logique de l'artificialisation des sols à laquelle je faisais référence, c'est-à-dire le changement de paradigme, le changement de nomenclature, ne sera véritablement opposable qu'à partir de 2031. C'est-à-dire que jusqu'en 2031, on considère encore qu'on mesure la consommation des fameux ENAF, des espaces naturels agricoles et forestiers, par cette approche superficielle de surface, parce qu'on n'a pas le moyen encore. On sait très bien qu'il va y avoir des logiques. L'intelligence artificielle va être mobilisée aussi sur cette comptabilisation. On a juste une nomenclature décrétale qui a été réécrite. On a en fait 5 sols qui sont considérés comme artificialisés, 5 sols qui sont considérés comme non artificialisés. Et il faudra les ranger dans cette nomenclature qui existe déjà, qui a été donc annexée à un décret et qui donc se trouve maintenant dans le cadre du Code de l'ORIS, mais qui sert aujourd'hui en prévision des échéances à venir, puisque aujourd'hui on ne prend pas en charge encore cette nouvelle nomenclature. Tout simplement parce qu'il va falloir formuler des prévisions avec cette nouvelle nomenclature, ce qui est effectivement relativement complexe. Et donc, ce que je dis moi aux élus que je conseille, c'est qu'il faut, c'est un jeu de mots et surtout une provocation, je leur dis qu'il faut qu'ils tiennent une double comptabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables d'avoir effectivement une consommation d'ENAF telle qu'on l'applique aujourd'hui, jusqu'en 2031. Mais comme à partir de 2031, ils vont devoir formuler des objectifs de réduction de l'artificialisation de encore 50% pour l'avenir, ben, il faut qu'ils aient des données avec la nouvelle nomenclature à présenter pour dire on va faire moitié moins de ce qu'on a fait sur la période précédente. Et ça suppose donc qu'entre 2021 et 2031, on intègre déjà cette nomenclature. On peut donc espérer, moi je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues juristes, qu'elle ne bouge plus, parce qu'elle a déjà 2 fois bougé. Voilà. Et politiquement, elle a tangué même lorsque notre ancien Premier ministre est allé au Congrès des maires et qu'elle a entendu parler un peu du pays, si j'ose dire. À ce moment-là, elle a repris la nomenclature. Je pense qu'elle ne bougera plus, mais elle est l'objet de disputes déjà qui sont extrêmement techniques. La nomenclature, je n'aurais pas la flagornerie d'interroger Vincent pour savoir si vous vous rappelez des 5 surfaces artificialisées. Non, trêve de plaisanterie. Si je peux, très pragmatiquement, si dans l'auditoire, à distance, vous souhaitiez avoir la liste, elle est annexée à l'article R 101-1 du Code de l'urbanisme. Vous avez, on avait 7, dans cette nomenclature, on avait 7 types de surfaces. On en a 10 depuis le 27 novembre. Et on a des polygones dont les seuils ont été définis à 250 mètres carrés d'emprise pour les surfaces artificialisées et 2500 mètres carrés d'emprise au sol ou de terrain d'assiette, petite subtilité, pour les surfaces non artificialisées. Là-dessus, on pourra éventuellement peut-être répondre à des questions, mais plus tard, dans le cadre d'une de vos newsletters, si vous le souhaitiez, ou nous, on a réalisé d'ores et déjà des infographies, on pourra les tenir en open data pour vos confrères. Pardon. Voilà, en tout cas, c'est une. Après, bien malin, celui qui saura si cette liste va évoluer. C'est un peu comme les destinations dans le Code de l'urbanisme.
Mais je vais en profiter que nous sommes à Bordeaux avec du monde dans la salle pour passer la parole aussi ici et pas seulement aux internautes qui nous suivent. Nous avons notamment la chance d'avoir Marie-Claude Noël. Madame, vous êtes conseillère municipale et vice-présidente à la métropole de Bordeaux aux stratégies urbaines avec nous ce soir. Et je crois que vous avez une question. Oui, merci beaucoup. Oui, vaste programme. Alors, effectivement, nous travaillons beaucoup actuellement à la métropole sur la question de cette consommation des ENAF, du fait que nous avons effectivement un nombre très important d'hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers au sein de la zone constructible et donc pouvant être urbanisés immédiatement. Nous avons travaillé à un état des lieux de la situation et à effectuer également une analyse précise de notre consommation actuelle depuis 2021. Donc, or, nous sommes au regard de la feuille de route que nous devrions suivre si on travaille sur une réflexion par 2, nous sommes au-delà annuellement de la consommation que nous devrions avoir. Donc, d'où notre intérêt pour mettre en place un sursis à statuer adapté à la question. Ma question va arriver, dans les justifications que nous devons proposer, j'ai noté l'ampleur du projet et la faiblesse des capacités résiduelles. Mais en fait, il me semble que nous devons avoir une approche beaucoup plus globale de la question, puisque en fait, il s'agit pour nous, métropole, de répondre à nos besoins en termes de développement économique, besoins en termes d'habitat, dont social et en particulier social, et également ambition au regard de la protection des espaces de biodiversité et d'une valorisation des espèces agricoles. Tout ça en essayant de prendre en compte la valeur intrinsèque justement des terroirs, ce qui a été précisément explicité en début de webinaire. Donc la question est comment on peut effectivement justifier de manière beaucoup plus assise de cette consommation des ENAF et donc du fait que nous pourrions prononcer un sursis à statuer sur un certain nombre de projets, au-delà des justifications qui sont posées là comme élément de départ. Merci beaucoup. Alors, je dirais le premier temps du raisonnement sur la mise en œuvre de ce sursis à statuer, c'est que vous devez identifier l'enveloppe maximale de consommation d'ENAF qui est susceptible de s'appliquer sur le territoire. Ça, c'est le premier temps du raisonnement. Si vous n'avez pas cette identification de cette enveloppe maximale, vous ne pourrez pas légalement justifier la mise en œuvre du sursis à statuer. Vous vous exposez clairement à un risque d'annulation en cas de contentieux. Donc ça, c'est le premier temps de la démarche. Après, sur la justification de ce sursis à statuer, la motivation, elle est posée par le législateur. Je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les deux motifs qui sont mis en avant par le législateur. C'est l'ampleur de la consommation générée par un projet. Et donc là, il faut corréler finalement l'ampleur de la consommation de ce projet rapportée à l'enveloppe maximale susceptible de s'appliquer sur le territoire. Donc c'est cette corrélation qui doit permettre, à mon avis, de justifier aujourd'hui la mise en œuvre de ce sursis à statuer. L'autre élément, c'est dans le cadre de votre analyse, si vous arrivez à démontrer que vous avez des capacités résiduelles de consommation qui sont limitées sur votre territoire, c'est cet autre paramètre, autre motif qui sera mis en avant pour justifier votre décision de sursis à statuer. On est aujourd'hui, on n'a pas de retour encore, je dirais, d'expérience contentieuse sur la manière dont le juge va appréhender et contrôler la régularité de ce sursis à statuer. Il a été mis en œuvre par le législateur par la loi du 20 juillet 2023. Aujourd'hui, on sait que les collectivités restent aussi dans l'attente de la connaissance des enveloppes qui va leur être affectées, notamment par les SCOT. Et les SCOT devront couvrir cet exercice jusqu'au 22 février 2027. Donc, il est vrai que dans cette période d'attente,
il incombe vraiment aux collectivités de travailler et d'affiner le plus précisément possible leur enveloppe maximale pour pouvoir légalement opposer un sursis à statut. J'ajouterais juste un point, parce que sursis à statuer, refus de permis de construire, on est vraiment dans la même approche. C'est que le décret du 27 novembre 2023 précise que des refus ne pourront pas être opposés à des autorisations d'urbanisme dès lors que celles-ci seraient conformes aux prescriptions du document local d'urbanisme dit bioclimatisé. Donc, le gouvernement a en tout cas encadré la feuille de route des collectivités sur ce terrain-là. Bon, j'ai des questions très concrètes d'architectes avant qu'on doive rendre l'antenne. Donc, on change un peu de sujet, hein, mais ils essayent de comprendre comment on peut renaturaliser ou ne pas artificialiser tout un lien des projets. Question toute simple, on fait une toiture végétale de 50 cm avec de la nature, des arbres, etc. Ça compte pas. Comment on arrive à comprendre ce qui est artificialisé ou pas? Et attendez, je vous fais la même sur d'autres sujets. Bâtiment sur pilotis, ça compte pas, parce qu'apparemment, les panneaux photovoltaïques, s'ils permettent une activité agricole en dessous, etc., à ce moment-là, ils comptent pas. Donc, est-ce que les bâtis qui respecteraient la même chose compteraient? Et puis, je vous fais la troisième, bâtis réversibles, démontables, habitat léger, sans fondation. On n'artificialise pas les sols. Dans quelques années, ils ne seront plus là. Est-ce qu'on est dans de l'artificialisation ou pas? Peut-être. Alors, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. D'abord, on considère que dès lors qu'une emprise de bâti est supérieure à 50 mètres carrés, on considère qu'il y a artificialisation, puisque c'est le segment à partir duquel, le seuil à partir duquel on comptabilise cette artificialisation. Donc, qu'il s'agisse de pilotis, qu'il s'agisse d'implantation légère ou non, on aura bien un bâti et on l'assimilera de toute façon à de l'artificialisation. Avec cette réversibilité, moi j'y reviens, cette logique de réversibilité qui est de dire finalement on peut très bien à terme enlever le bâti et reprendre possession d'un sol qui va pouvoir de nouveau être utilisé pour d'autres fins. En termes d'agrivoltaïsme, c'est un sujet monumental, parce qu'on oublie qu'il y a deux textes qui se télescopent. Il y a la loi climat et résilience, puis il y a la loi APER, la loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui dit qu'on peut aussi mettre en place des fermes photovoltaïques sur de l'espace agricole si l'activité agricole reste significative. Et là, on a une batterie de décrets qui est sortie au mois de décembre, qui effectivement, c'est facile de dire qu'on fait de l'usine à gaz quand on fait de l'énergie renouvelable, mais c'est vraiment un texte extrêmement complexe, mais qui va permettre de déterminer à partir de quand une installation sur mât de captation d'énergie et de production d'énergie solaire à partir du soleil, donc peut être considérée comme étant non artificialisante et donc considérer que l'activité agricole reste significative. Ces éléments-là sont importants. Quant à la toiture végétalisée, elle reste sur un bâti, donc végétalisée ou pas, en toute hypothèse, il y aura nécessité de considérer qu'on artificialise. Sachant que là-dessus, depuis le 1er janvier 2024, on a de nouvelles obligations, et ça, je pense que tous les architectes l'ont bien en tête, relatives aux ombrières photovoltaïques sur les espaces de stationnement au pourtour de ces bâtiments. Donc, on a une densité de normes environnementales qui viennent s'ajouter, qui est extrêmement importante. Je veux bien compléter par rapport à l'accélération des énergies renouvelables, puisque nous, on s'est aussi questionné forcément à Saint-Loubès sur ce sujet. Et en cherchant un petit peu les consommations de la commune, on s'est aperçu que la commune, avec l'ensemble de ses 4500 bâtiments et sa zone industrielle, consommait 73 gigawatts par an. Et que finalement, en couvrant tous les toits, on était bien au-delà de couvrir ces 73, puisqu'on a plus de 90 kilowattheures gigawattheures avec les toits et les parkings. Ah non, là je parle de tous les bâtiments, c'est-à-dire chaque maison individuelle, chaque hangar, chaque entreprise. Et donc, nous, la démarche a été de se dire, mais finalement, on veut produire de l'alimentation. Si on commence à se dire qu'on en fait un peu moins parce qu'il y a une serre photovoltaïque, en plus, il faut une route, il faut un transformateur, parce que finalement, il y a aussi des impacts d'artificialisation indirects lorsqu'on fait du photovoltaïque. Il n'y a pas que le panneau qu'on plante, il y a tout le reste. Il y a la route qu'on a faite pour amener le panneau, il y a les réseaux qu'il va falloir enterrer, etc. Donc, il y a un impact induit de tout ça. Et nous, on a eu la conviction qu'il fallait plutôt se concentrer sur les zones qui sont déjà bâties, déjà artificielles. Et finalement, quand on a regardé les chiffres, ça suffisait amplement. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on fasse les choses de manière mesurée par rapport à notre capacité aussi à se nourrir.
Je suis débordé de questions, on en est déjà à 85 et je sais qu'on n'y répondra pas parce qu'il est 19h03. Mais comme on va en parler pendant encore 37 ans, enfin, je ne sais plus, jusqu'en 2050, on a le temps pour avancer ensemble. Mais j'en garde quand même une, je ne crois pas que vous l'ayez évoquée et je ne sais pas y répondre. Quid des voisins européens, nos autres pays, les autres pays européens? Est-ce qu'il y a d'autres trajectoires du même type? Est-ce qu'on est les seuls à faire ça? Ça me paraît pertinent si vous avez la réponse, hein, bien sûr. Alors, c'est assez complexe parce que le droit de l'urbanisme est un droit national et que les comparaisons sont très délicates étant donné que les pays européens n'appliquent pas du tout les mêmes législations. On sait qu'on est tous engagés dans un phénomène évidemment de réduction de l'étalement urbain, mais si je prends par exemple les Pays-Bas, la problématique de l'artificialisation, elle est déjà établie sur un secteur extrêmement dense sur lequel les terres disponibles sont extrêmement chères. Et donc, il y a aussi d'autres pesanteurs économiques qui sont à prendre en compte. Ce n'est pas du tout la même chose si je prends le centre de l'Espagne, sur lequel la culture agricole, évidemment, est plus complexe de ce fait. Je profite de votre question pour dire qu'il y a un rapport qui a été rendu il y a très peu de temps, d'ailleurs, un rapport sénatorial sur la comparaison des législations d'autorisation d'urbanisme dans 4 pays européens, et qui est très intéressant si les architectes s'intéressent à ces questions de savoir comment sont délivrées les autorisations d'urbanisme en Allemagne, en Italie. Ça existe. Par contre, sur les législations de protection des sols, non. Et dernier point, avant de ne pas être bavard trop longtemps, dernier point, les sols sont moins bien protégés que l'air, que l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en Europe des directives air, des directives eau, mais la pression sur les sols, la nécessité de consommation de ces sols a fait que depuis une époque récente, il n'y a pas de protection des sols, à l'identique qu'il y a une protection de la qualité de l'air ou de la qualité de l'eau à l'échelle européenne. J'allais c'est peut-être mieux. J'allais reprendre cette étude, effectivement, qui a été publiée par le Sénat assez récemment. Indépendamment de cela, en fait, on va faire un peu d'information positive. La France est très en avance sur ces sujets-là, de la même manière qu'elle est très en avance sur ce qu'on appelle la compliance et la directive CSRD, qui a pour vocation justement à intégrer toutes nos contraintes environnementales et nos objectifs environnementaux. Alors, pour le moment, c'est destiné aux plus grandes entreprises, y compris pour l'activité hors territoire national, mais ça va bientôt concerner également les collectivités. Et ça nous permet d'être peut-être ambitieux parce que la France a toujours eu, encore un peu d'informations positives, a toujours eu une longueur, un peu comme la loi informatique et liberté qui, dans les années 78, on a eu toute une série comme ça, on a toujours été très en avance sur certains sujets. Et on les met en pratique avec complexité, mais on arrive à les mettre en pratique. Et ce qui était très intéressant dans l'exemple du territoire de la commune de Saint-Loubès, c'est qu'on va devoir à un moment donné migrer vers une logique nouvelle, qui est la logique de projet public-privé, où si les collectivités jouent contre leurs administrés et inversement, ça ne pourra pas fonctionner parce que nous avons tous un prisme à changer et un reset à faire pour consommer l'espace, mais consommer l'eau, l'alimentation, etc. Différemment. Évidemment, c'est un grand défi qui nous attend. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les 4. Merci évidemment à Virginie, présidente du Conseil Nouvelle-Aquitaine, pour cette coproduction. C'est une première. Depuis 2 ans qu'on fait les webinaires. Ça y est, on se délocalise sur le territoire pour que ça ait d'autant plus de sens sur des sujets comme celui-là. Merci à vous tous qui nous avez suivis parce que vous étiez très nombreux ce soir. Nous allons vous laisser pour la partie replay, mais nous enregistrons les questions. Donc, il y a à peu près 70 questions là devant moi sur l'écran qui n'ont pas trouvé de réponse. Il y en a pourtant beaucoup qui en ont une en direct par notre équipe. Les questions, souvent, on les garde et en fait, on essaye d'y répondre a posteriori, au moins les plus pertinentes ou celles qui reviennent le plus dans des articles qui sont ensuite postés dans notre newsletter ou sur le site de l'Ordre ou qui peuvent faire l'objet d'un nouveau webinaire dans quelques temps. Donc voilà, merci beaucoup. C'est toujours trop court, je sais, mais en même temps, c'est pour ça que vous arrivez à nous suivre et vous connecter. Donc on s'arrête là pour ce soir. Et je l'ai dit en introduction, mais je le redis, le webinaire de février, a priori le 7 février, si on arrive à réunir les intervenants, les invités,
sera sur un sujet qui est un peu connexe, puisque c'est le sujet du bâti vacant, qui forcément est dans une logique où si on arrive à redonner du sens à des bâtis qui ont été conçus pour une programmation autre et qu'on arrive à les réutiliser, du coup, on ne va pas aller artificialiser, étaler les villes. Parce qu'on se réinstalle dans les bâtiments ou les espaces en les transformant. Donc, on essaye de parler de ça le 7 février. On vous retrouve bientôt. Une très bonne soirée à vous qui êtes en ligne avec nous. À bientôt.